Magali Barthès vous présente Espace Méditerranée. La culture a-t-elle un rôle à jouer dans la guerre ? C'est la réflexion à laquelle Alexis Nous nous propose de réfléchir. Professeur émérite à Aix-Marseille Université, il était samedi soir l'invité de la loge Émile Zola du Bnei Brit à Marseille et c'est le sujet de la dernière émission Méditerranée de l'année. Francine Cohen, vice-présidente du Bnei Brit France et présidente de la section Provence-Occitanie, vous présente les actions de la plus importante organisation humanitaire juive au monde. Nous sommes une association humanitaire créée aux États-Unis en 1843. Nous sommes donc la plus ancienne organisation juive humanitaire, des Brits, fils de l'Alliance. Nous sommes présents dans une cinquantaine de pays, dans la plupart des démocraties du monde. Nous sommes une ONG représentée à l'UNESCO, Conseil de l'Europe. Au niveau du Bnei Brit France, nous avons un maillage territorial qui nous permet d'être présents dans la plupart des villes françaises. Nos idéaux et les valeurs de fraternité, d'harmonie et de solidarité sont au service de l'engagement humanitaire pour une société plus apaisée. Nous combattons pour les droits de l'homme et contre toutes les haines. Nous sommes une passerelle entre tous les juifs pour s'unir, réfléchir, agir ensemble et lutter dans la mesure du possible contre l'antisémitisme, le racisme et la xénophobie. Nous sommes une association juive certes mais non religieuse. Nous soutenons Israël mais de façon apolitique. Nous travaillons sur les cultures juives et nous avons un important travail de mémoire pour établir des connexions entre le passé et le présent et l'avenir. Nous avons d'excellentes relations avec les Amitiés judéo-chrétiennes de France, dont nous avons reçu son président Jean-Dominique Durand à plusieurs reprises. Nous avons des prises de position sociétales et internationales. Nous organisons des voyages, des colloques, des expositions et en grande partie des conférences. Notre action mémoire n'est pas uniquement déterminée par la Shoah, mais également par les génocides au Rwanda, en Arménie et dans différents pays. Nous avons aussi des actions de solidarité envers Israël et vers la France. Alexis Nous, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes professeur émérite à l'Université d'Aix-Marseille. Pourriez-vous tout d'abord vous présenter ? Je suis professeur émérite de littérature générale et comparée. J'ai fait carrière dans ce domaine, la littérature générale et comparée, avec divers champs de recherche, notamment la culture européenne, la littérature du témoignage, et notamment la littérature de la Shoah, et les questions de culture. Sur la 4e de couverture de votre livre, vous reprenez une citation que l'on prête au dirigeant nazi Goebbels. « Quand j'entends le mot culture, je sors mon revolver ». On sait que tout ce qui symbolise la culture a été systématiquement interdit par les régimes totalitaires et c'est toujours d'actualité. C'est ce que vous dénoncez. Plus exactement, ce que je dénonce, c'est d'accepter que la culture soit passive devant les régimes totalitaires ou d'une manière plus générale dans les situations de crise. Je crois que la culture a le potentiel de suggérer des réponses possibles aux situations de crise. Je fais ce constat à partir d'un autre constat négatif qui est le monde va très mal actuellement. Nous sommes dans une période de crise permanente ou dans une multiplicité de crises sociales, politiques, climatiques, économiques, etc., etc. et que les solutions peinent à voir le jour. Les discours politiques semble impuissant à proposer des solutions. Preuve en est des relations internationales, ou preuve en est dans notre régime français où le gouvernement traverse des difficultés évidentes et ne parvient pas à retrouver une normalité politique. Le discours religieux, certes, mais le discours religieux prend des accents très souvent radicaux, fondamentalistes. Ce discours religieux impose une vision du monde plutôt que de répondre aux questions que suscitent les crises permanentes. Et devant ce constat, je m'interroge. Est-ce que la culture, considérée comme une mémoire, ne pourrait pas nous offrir des éléments de réponse ? Il y aurait de multiples définitions à la culture. Mais si je prends la culture comme mémoire que se donne une communauté des situations qu'elle a pu rencontrer dans le passé, la guerre par exemple. Nous avons été sidérés par la guerre faisant retour sur le territoire européen en Ukraine. Mais
Mais la guerre, la culture, elle sait ce que c'est. La culture a enregistré de nombreuses guerres dans l'histoire de l'humanité. La littérature traite très souvent de la guerre. La culture est ce qui me permet, face à une situation qui me rend impuissant, la culture est ce qui me permet de penser différemment. La culture, que je définis comme une mémoire, me permet de comprendre que d'autres que moi, ailleurs ou auparavant, ont déjà rencontré cette situation. Et donc me dit, tu n'es pas seul devant cette situation, essaye de réagir et inspire-toi de ce que d'autres ont fait dans des circonstances similaires. Et ce que j'appelle réflexe culturel, pendant la crise du Covid, un livre a été un best-seller, La peste de Camus. 2015, attentat du Bataclan, le traité sur la tolérance de Voltaire. L'opinion publique a réagi avec ce réflexe culturel de voir qu'est-ce que la culture pouvait me permettre de dire par rapport à une situation qui n'est pas celle que je rencontre, mais une situation similaire. Ce que j'appelle réflexe culturel me semble actuellement paralysé. Nous ne faisons pas assez confiance à la culture pour nous permettre de réagir au monde qui nous entoure. L'épidémie du Covid, l'épidémie, qu'est-ce que ça veut dire? C'est un phénomène médiéval, mais justement la culture me permet, lisant La peste de Camus, Le hussard sur le toit de Giono, le Satyricon de Boccaccio, me permet de voir que d'autres que moi ont connu une situation similaire, une situation d'épidémie. La guerre en Ukraine, notre génération, nous ne sommes pas familiers du phénomène de la guerre. Mais lisant ce que les romanciers du 19e siècle ont écrit sur la guerre, je peux trouver des comportements qui peuvent inspirer ce que mes comportements aujourd'hui pourraient être. Donc je considère la culture comme une très longue mémoire, aussi longue que l'humanité, et qui a enregistré des expériences de crise. La culture me permet d'approcher ces expériences de crise, de ne pas me sentir impuissant, de ne pas être sidéré devant des phénomènes tels que l'épidémie, la guerre, la migration, et d'interroger ce que d'autres que moi, avant ou ailleurs, ont choisi comme réaction possible. Tellement vrai ce que vous dites, et pourtant on ne pense pas forcément à tout cela. Et vos recherches vous ont permis de montrer que la culture serait un outil privilégié à ne pas négliger dans les conflits. Je prends l'exemple de la guerre d'agression et la guerre territoriale de la Russie poutinienne à l'endroit de l'Ukraine. Cette agression a été permise par un positionnement de la Russie poutinienne sur l'Ukraine. La culture ukrainienne n'existe pas. La langue ukrainienne n'existe pas. Je peux donc adopter une attitude de négation même du peuple ukrainien. La Russie poutinienne a commencé par nier l'identité culturelle ukrainienne avant d'envahir le territoire ukrainien. Or, ça on peut le comprendre, mais la culture ukrainienne elle-même a réagi en bannissant par exemple les auteurs russes des programmes universitaires. C'est-à-dire qu'il y a eu de la part de la culture de la Russie poutinienne un refus de la culture ukrainienne et de la part de l'Ukraine un refus de la culture russe. Encore une fois, ce qui est tout à fait compréhensible par rapport à un pays qui vient de vous envahir. La grande perdante dans cet épisode, c'est la culture elle-même. La culture qui pourrait être un élément, un espace de réconciliation entre peuple russe et peuple ukrainien a été utilisée comme un espace d'affrontement. Politiquement, pour moi, je suis du côté des Ukrainiens et ma solidarité est entière avec le peuple ukrainien. Mais dans le propos qui est le mien, je m'aperçois que la culture qui pourrait être un élément de rapprochement des peuples est trop souvent utilisée comme un élément d'antagonisme à cultiver, pardonnez le jeu de mots, pour justement entretenir des attitudes d'opposition entre des peuples différents. Or, la culture est ce qui me permet un imaginaire. Et cet imaginaire me permet d'avoir un regard sur le monde différent. Je traite de la migration dans mon livre La culture et les revolvers. Il y a également actuellement un imaginaire en Europe occidentale, majoritairement un imaginaire nous disant le migrant est dangereux ou est porteur potentiel de danger. C'est une forme d'imaginaire. Un autre imaginaire a existé précédemment, l'imaginaire qui a permis, il n'y a pas si longtemps que ça, dans les années 1970, d'accueillir près de 200 000 boat people venant d'Asie. Or, cet imaginaire-là était un imaginaire qui nous disait, oui, il est possible d'accueillir le migrant. Cet imaginaire, je l'appelle un imaginaire culturel parce que politiquement, c'était aussi bien la droite que la gauche française qui se sont, au nom d'un certain imaginaire de l'hospitalité, qui se sont dit, il faut accueillir les boat people. Ça s'est passé beaucoup moins bien, dirais-je, quand la France a accueilli, entre guillemets, 500 000 réfugiés espagnols suite à la guerre d'Espagne. 1915, suite au génocide arménien. Des imaginaires
était actif, qui permettait, avant même d'accueillir celui ou celle qui vient, d'accueillir l'image de celui ou celle qui vient et de l'accueillir positivement. On constate aujourd'hui que l'imaginaire dominant, c'est un imaginaire qui suscite des positions de rejet et qui donc suscite des mesures politiques aussi de rejet. L'imaginaire qui permettrait l'hospitalité, aujourd'hui, ne semble pas actif et il serait possible de le réactiver. Ce que j'essaie d'analyser, c'est de voir comment la culture muette aujourd'hui sur la question du migrant pourrait être sollicitée afin de créer un autre imaginaire. Notre-Dame de Paris, Les Misérables, deux immenses romans de cet immense romancier qui était Victor Hugo, véhiculent des imaginaires qui ne sont plus les nôtres. Mais relire aujourd'hui Victor Hugo permet peut-être de réactiver cet imaginaire. Les Misérables, c'est une histoire d'exilés. Je voudrais dire un mot sur l'exil. On parle des migrants, sans dire d'où ils viennent, sans dire où ils vont. Auparavant, on parlait des émigrants, des émigrés, des immigrants, des immigrés. Ils venaient de quelque part. Les migrants, on ne sait pas d'où ils viennent. C'est une masse anonyme. C'est un terme péjoratif. Et il n'y a aucun imaginaire qui permettrait de l'accueillir. Si on se dit, mais la culture occidentale, elle connaît un phénomène qui s'appelle l'exil. Si on prend comme texte matriciel de la culture occidentale le texte biblique ou le texte homérique, ça parle d'exil. L'exode du peuple juif, ou bien le périple d'Ulysse en Méditerranée. Si on prend les récits fondateurs des trois monothéismes, judaïsme, christianisme, l'islam, l'exil a une place énorme. Et si je remplace dans mon imaginaire la migration par l'exil, si je me dis celui ou celle qui vient, ce n'est pas un migrant mais c'est un exilé, soudain je peux l'accueillir dans mon imaginaire parce que l'exil, je connais. Et puis de toute façon, à un niveau existentiel, nous sommes tous exilés du ventre de notre mère et chaque matin nous sommes exilés de cet espace du sommeil. Et la culture est ce qui permet de susciter des imaginaires. Et c'est à partir de ces imaginaires que le politique peut se mettre en place. Il y a aujourd'hui une absence d'un imaginaire de l'accueil qui fait qu'effectivement, on parle de crise migratoire. Si cet imaginaire était un imaginaire de l'accueil, on ne parlerait pas de crise migratoire parce qu'il y aurait une place pour celui ou celle qui vient. Et puisque l'on est sur Radio JM et qu'au départ, vous faisiez référence à Poutine, il est important aussi de préciser que beaucoup d'opposants de Poutine sont juifs ou d'origine juive. Ça montre que les juifs sont visionnaires. On peut le dire de cette manière, mais sans être polémique. Il y a un imaginaire juif et cet imaginaire juif réserve une place excessivement importante à l'expérience de l'exil qui est considérée comme une expérience fondatrice. Cet imaginaire juif ne me semble pas assez sollicité en diaspora par rapport à la question migratoire et ne me semble pas assez sollicité en Israël par rapport à la politique israélienne. Peut-être parce que les juifs se sont occidentalisés ? Occidentalisés ou du moins n'osent pas, à partir de leur imaginaire, activer des solutions politiques, activer une présence dans la société d'aujourd'hui à partir de cet imaginaire-là. Et votre réflexion s'est également portée sur le massacre du 7 octobre et ses suites. Alors l'une des caractéristiques du Hamas, c'est aussi de nier la culture des autres. Pour faire contrepoids à cela, Israël et le monde juif n'auraient-ils pas intérêt à travailler son soft power ? Je ne peux pas répondre directement sur le plan politique. C'est pas mon travail. Ma position, c'est de tenter de situer quel doit être notre positionnement et quelles seraient les stratégies qui permettraient des positionnements différents. Vous parlez du 7 octobre. Très rapidement, le mot de pogrom est arrivé. On le sait, ce n'est pas exact. Au niveau historique, le pogrom, c'est l'action d'une structure étatique à l'encontre d'une minorité. Il y a tellement eu de douleur qu'on a employé ça comme un pogrom. C'est-à-dire qu'il y a eu ce que j'appelle un réflexe culturel. La culture juive a, dans son registre mémoriel, le pogrom depuis le Moyen-Âge, si on parle des premiers documents. Ce dont je me suis aperçu, c'est que cette littérature juive avait intégré le pogrom et qu'il existait ce qu'on peut appeler une littérature du pogrom, dans le monde séfarade comme dans le monde ashkénaze. Cette littérature nous permet soudainement de nous dire cette réalité qui te laisse sans voix, raison pour laquelle tu l'appelles pogrom, d'autres l'ont connue. Et savoir que d'autres communautés l'ont connue, d'une certaine manière, nous permettre d'être moins démunis devant cet événement qui échappe à nos cadres cognitifs, à nos cadres sensibles même. Savoir que d'autres ont vécu des situations similaires permettent de nous rendre moins seuls et donc d'oser réagir. On comprend en vous écoutant qu'on ne lutte pas contre les guerres et le terrorisme par des jugements et mesures sommaires. C'est toute la difficulté des gouvernements. Ce qui pour moi est très très important, c'est d'essayer d'analyser ce qui est en jeu dans la gouvernance. Or, les gouvernances ne sont
sont pas une pensée rationnelle échappant à un imaginaire. Plus encore, je crois que tout système de gouvernement est issu d'un imaginaire. L'exemple de la Révolution française, il fallait un changement dans l'imaginaire pour que on ose couper la tête du roi. L'imaginaire de la monarchie, c'était le roi est une personne sacrée, on ne peut pas y toucher. L'imaginaire de la République a remplacé cet imaginaire de la monarchie. Ce qui est avant tout la réalité du monde, c'est l'égalité de tous les citoyens. Cet imaginaire répandu a permis la Révolution française. Il fallait un imaginaire qui admette que le blanc et le noir soient des sujets égaux pour qu'ensuite le politique abolisse l'esclavage. Il fallait un imaginaire qui permette de considérer qu'une femme a le droit des opinions politiques pour autoriser le vote des femmes. Un imaginaire qui admette que la terre est menacée pour qu'ensuite une politique environnementale soit adoptée. Le politique est soutenu par un imaginaire et qu'il nous faut aussi porter notre attention sur l'imaginaire dans les périodes de crise. Pas uniquement sur il faut trouver immédiatement des solutions, mais quel est l'imaginaire qui nous permettrait de trouver des solutions. Pour l'écologie, il y a encore beaucoup à agir de la part des gouvernements notamment. Et la communauté juive qui a subi le terrorisme tout au long de l'histoire, peut-elle nous aider à combattre cette forme de guerre non conventionnelle ? Certainement, je pense que la culture juive est un registre mémoriel extrêmement riche et qu'il pourrait être interrogé à cet effet. Ce qui me semble tout à fait évident, si on en vient à la question d'Israël, c'est quel est l'imaginaire qui actuellement préside majoritairement aux décisions qui sont prises. C'est évidemment un imaginaire où l'autre, le palestinien, l'arabe, n'a pas de place. Encore une fois, je ne suis pas sociologue, je ne suis pas historien non plus. Ce que je peux en revanche avancer, c'est qu'il serait peut-être possible d'accueillir un autre imaginaire. Un imaginaire où une place serait faite à l'autre. La question est très très délicate parce qu'évidemment les conséquences politiques, on les voit tout de suite. Mais si on considère sur la question israélienne que les décisions politiques sont prises à partir d'un certain imaginaire et qu'on se refuse à activer les dispositifs de la culture juive pour éventuellement accueillir d'autres imaginaires, je crois que la solution de non-rencontre de l'autre et le conflit risque de perdurer. Ce que je dis là est valable bien sûr de l'autre côté. Il y a aussi du côté de ceux qui défendent la cause palestinienne un imaginaire qui pour l'instant est manipulé, véhiculé par le fondamentalisme islamique au détriment d'un autre imaginaire possible. Je n'ai pas de solution encore une fois et je pense que c'est pas mon rôle que de proposer des solutions. Ce que je dis c'est que les crispations, les fixations, les oppositions, les antagonismes dépendent du jeu des imaginaires et qu'il importerait d'interroger la culture pour suggérer d'autres imaginaires. Et la culture aurait-elle un pouvoir insoupçonné pour préserver nos sociétés des tensions intercommunautaires ? Je le crois. Si je reprends mon exemple, Les Misérables, l'œuvre de Victor Hugo est une œuvre qui accueille des expériences d'un vivre ensemble. Ce vivre ensemble, bien sûr, est lié à une certaine époque, la France du 19e siècle, mais au niveau humain, cette expérience-là peut nous inviter à réfléchir à d'autres possibilités d'un vivre ensemble. Un imaginaire qui d'emblée place l'autre comme l'ennemi va évidemment susciter des politiques de rejet de l'autre. Un imaginaire qui donne sa chance à l'autre, qui n'est pas perçu immédiatement comme un ennemi, est un imaginaire qui va susciter d'autres positionnements politiques. Et l'on se rend compte que tous les gouvernements qui malmènent la culture sont dirigés par l'extrême droite. C'était le cas de Bolsonaro qui avait fait le choix de coupes budgétaires dans ce domaine et qui évidemment a malmené aussi les peuples autochtones et déforesté une partie de l'Amazonie. Pourquoi les totalitarismes se méfient-ils de la culture ? C'est bien qu'ils pressentent qu'il y a dans la culture une ennemie, ou du moins une force antagoniste. La culture, c'est cet immense registre d'expériences. Toutes les expériences humaines ont été consignées dans la culture, considérée comme un registre mémoriel. Et c'est ce qui fait peur au totalitarisme. Le totalitarisme refuse la diversité des expériences humaines. Or, ce qui constitue la culture, c'est précisément de recueillir la diversité des expériences humaines. La culture, c'est ce multiple que le totalitarisme redoute parce que le multiple met en danger le principe de l'unité, de la singularité
qui est celui du totalitarisme. Il n'y a qu'un seul mode d'existence, qu'un seul mode de vivre ensemble. La culture vient pour nous dire non, il y a d'autres modes, et nous rappelle qu'il y a d'autres modes. D'où cet antagonisme entre le totalitarisme et la culture. Si nous sommes opposés au totalitarisme, si nous défendons le droit de la culture à être reconnue pour ce qu'elle est, c'est aussi une position politique. Reconnaître la culture pour ce qu'elle est, c'est-à-dire la promotion du multiple, la promotion de la diversité, c'est d'emblée s'opposer au totalitarisme. Eh bien, merci beaucoup Alexis Nousse. Merci beaucoup. Magali Barthès vous présente Espace Méditerranée.